L'est du Congo est aujourd'hui occupé par 100 groupes armés. Et le plus puissant d'entre eux, le M23, armé par le Rwanda, est en train de créer un État dans l'État. Les violences ont fait des milliers de morts. Mais impossible de savoir combien exactement, tant la zone est inaccessible. Comment en est-on arrivé à cette situation extrême? Je vais essayer d'y répondre en 10 minutes. Le Congo a une histoire récente chaotique. Entre les années 1996 et 1997, deux événements vont faire basculer le pays. Le premier événement, c'est la chute du régime de Mobutu. Avant lui, il faut savoir que le Congo était une colonie belge qui prend son indépendance en 1960. Rapidement, Mobutu Sese Seko prend le pouvoir. Il va rester 30 ans. Il instaure un régime autoritaire avec un parti unique. Mobutu pille les richesses du Congo qui s'appelle alors le Zaïre. Il offre par exemple les entreprises nationales à ses soutiens et la corruption devient la norme. La situation favorise l'émergence de nombreux groupes armés. Certains ont des intérêts spécifiquement locaux, de protection de leur population, de protection de leur village. D'autres ont des intérêts d'expansion. Certains ont des intérêts politiques au niveau national. Vous avez cité le mouvement du 23 mars, le M23, quand un certain désespoir naît d'une extrême pauvreté et d'un sentiment d'abandon. S'armer pour pouvoir reprendre le contrôle sur les terres devient parfois plus une facilité que d'essayer de trouver d'autres solutions. À partir de 1996, le pouvoir change de main lors de la première guerre du Congo. Mais aucun des successeurs de Mobutu ne réussira à ramener l'ordre. D'autant plus qu'un deuxième événement met le feu aux poudres. Le génocide des Tutsis par les Hutus. Au Rwanda, lui aussi anciennement colonisé, les Belges ont appliqué le fameux « diviser pour mieux régner ». Ils se sont appuyés sur le groupe social des Tutsis pour affirmer leur autorité sur le territoire au détriment des Hutus. Les tensions prennent une tournure dramatique avec le génocide des Tutsis en 1994. 800 000 morts en à peine 3 mois. Ce terrible événement a eu des conséquences énormes au Congo. C'est pour ça que je vous le raconte. En 1996, 1 million de génocidaires Hutus fuient au Congo. L'armée rwandaise, ainsi que d'autres États voisins, décident de les poursuivre. Ils entrent sur le territoire congolais pour combattre les ex-génocidaires lors de la première guerre du Congo. Tous ces groupes se sont ancrés sur le territoire et la violence est devenue la norme. On a un système de conflit dans l'est du Congo qui s'est fossilisé en quelque sorte. Il y a certaines zones de République démocratique du Congo où je me suis rendu en 2011, où j'ai vu des écoles se construire, où j'ai vu des centres de santé se construire, des espaces religieux se construire. Je suis revenu en 2020, ces églises avaient été détruites, ces écoles avaient été détruites, ces centres de santé avaient été abandonnés. Les ingérences des pays voisins reviennent encore et encore. Et en premier lieu, le Rwanda. Officiellement, il a bien quitté les lieux. Mais derrière le M23, ce groupe armé formé en 2008 se cacherait le gouvernement rwandais. Très bien armé, le M23 est rapidement devenu le groupe armé le plus puissant de l'est du Congo, la principale menace au pouvoir de Kinshasa, la capitale. Si on regarde l'histoire du M23, elle commence en 2008 avec sa première rébellion. Après, elle se calme pendant 4 ans, puisqu'il reprend en 2012. Et après, il se calme pendant presque 10 ans, puisqu'il disparaît entre 2012 et 2021. Florian et Caroline font partie des dernières personnes à travailler dans l'humanitaire dans cette zone contrôlée par les groupes armés. Ils m'ont aidé à comprendre ce qu'il se passe vraiment dans cette zone de moins en moins accessible. Action contre la faim se trouve toujours sur les lignes de front, dans les endroits où les autres acteurs n'arrivent pas à accéder. On fait un énorme travail avec les groupes armés et avec les populations pour être sûr d'être là où les populations ont besoin de nous. Je suis née dans la région du Kivu. Je me dis que je dois me battre, je ne peux pas abandonner ma ville, je ne peux pas abandonner ma région. Dans cette région, l'interlocuteur principal n'est même plus le gouvernement. Je l'ai vécu personnellement à devoir négocier et renégocier avec des groupes armés sur certaines zones pour assurer que les équipes d'action contre la faim puissent continuer à délivrer de l'assistance sans être menacées. Dans les dernières années, j'ai des équipes qui ont été à 500 mètres de bombardement aérien ou alors qui ont dû évacuer en urgence des villes parce que y avait des personnes qui avançaient et qui allaient prendre la ville de manière relativement importante. Et il y a une raison très concrète qui explique pourquoi le conflit s'est enlisé à ce point. C'est que sous les pieds d'une population pauvre se cachent des richesses immenses. Le commerce des minerais dans les Grands Lacs, essentiellement un commerce d'or
et de ce qu'on appelle les 3T, c'est-à-dire le coltan, la cassitérite et la wolframite. Si vous continuez de remonter la chaîne de valeur, évidemment, ce sont des minerais qui sont utilisés par l'industrie électronique mondiale et donc qui bénéficient à l'ensemble des consommateurs de la planète. La présence de ces ressources attise les convoitises des groupes armés. L'est du Congo est devenu une zone de pillage institutionnalisée avec un extractivisme violent qui est devenu une sorte d'habitude. Et récemment, le conflit a pris une toute autre tournure. Le M23, ce groupe à majorité Tutsi piloté à distance par le Rwanda, à nouveau actif depuis 2021, a encerclé Goma, puis s'en est emparé. Et il ne s'est pas arrêté là. Pour la première fois, il est allé jusqu'à Bukavu, la deuxième ville de l'Est. Il les contrôle toujours aujourd'hui. Le but, c'est d'infliger une défaite très claire au gouvernement congolais, de montrer qu'ils sont les plus forts sur le terrain, ce qui a été le cas, et évidemment d'humilier le président Tshisekedi qui, lors de sa campagne électorale, avait promis au peuple congolais la victoire. Sur les territoires occupés, le M23 a commencé à faire sa loi. Ils ont nommé en effet une administration parallèle. Ils ont organisé de manière extrêmement rigoureuse la contrebande de minerais entre le Nord Kivu et le Rwanda. Le M23 gagnerait à peu près 800 000 $ par mois sur cette contrebande de minerais. Tous ces groupes qui se partagent le pouvoir le font au détriment de la population. Au-delà des pillages, ils n'hésitent pas à terroriser les habitants. La prise de Goma a fait 2900 morts. 40% des crimes de violation de droits de l'homme sont commis par les forces de sécurité congolaises et 60% sont commis par les groupes armés. L'ONU parle même dans un rapport de septembre 2025 de crimes contre l'humanité. Le rapport cite des exécutions délibérées de civils, des pillages commis par les membres de l'armée congolaise lors de leur retrait des lignes de front en janvier et février 2025. Les enfants et les femmes sont tout particulièrement ciblés. C'est le combat de Caroline. Dans nos zones, avec les groupes armés, les conflits à répétition, les femmes et les jeunes filles, bon, des fois des hommes aussi, mais plus vraiment des femmes et des jeunes filles, sont victimes de viols. Caroline a trouvé sa place chez l'association CARE, avec qui elle aide ces femmes à accéder à des soins appropriés et à se relever de cette épreuve. Face à ces crimes, les populations fuient. L'ONU estime aujourd'hui environ 5 millions de personnes déplacées à l'est de la République démocratique du Congo. On a des personnes qui sont déplacées 5 ou 6 fois par an, en mouvement pendulaire à chaque conflit. C'est encore le M23 qui crée les plus grands mouvements de population. En février 2024, l'arrivée du M23 à Sake fait fuir 1 million de personnes. Direction Goma. Les gens dormaient par terre, sans accès à l'eau, sans accès aux soins, sans accès à la nourriture, et qui étaient littéralement encerclés par des groupes armés quand ils leur ont demandé le démantèlement rapide des camps. En février 2025, pratiquement un an après, ça a été très dur. Aujourd'hui, à peu près 28 millions de personnes sont en insécurité nutritionnelle, soit une personne sur 5 dans l'intégralité du pays. Alors que les besoins des populations sont énormes et ne font que grandir, les aides américaines et européennes ont baissé cette année pour le Congo. Pour les grands bailleurs américains, on a une réduction du budget qui est une réduction de 2/3. La communauté humanitaire s'y prépare en priorisant, mais prioriser l'action humanitaire, ça veut dire ignorer certains besoins, ça veut dire ignorer certaines personnes en besoin. C'est extrêmement difficile de faire ces décisions-là. Nous avons été impactés avec l'arrêt des financements des États-Unis parce qu'il y a plusieurs projets qui ont été arrêtés. Nous avons eu une diminution d'autour de 27% de notre portfolio. Et sans le fonds des États-Unis qui couvrait l'achat des kits post-exposition, comme j'ai dit, pour les femmes violées. Emmanuel Macron a organisé une conférence le jeudi 30 octobre pour trouver de nouveaux fonds pour ces organisations. Un affichage diplomatique moyennement crédible quand on sait que la France participe à seulement 0,5% des besoins humanitaires du Congo contre 70% pour les États-Unis. Il y a très peu de possibilités d'une paix à court terme en RDC. Si on arrive à résoudre un conflit, il en reste toujours un autre et un autre. Il n'y a pas les prémices de la paix.